Timeline, 5000 ans d'histoire, Richard Fremder. Allez, il ne reste plus que deux. À la grande déconvenue du roi de Mycène et de Tyrinthe, Héraclès réussit toujours à se sortir des pires situations et il accomplit chacune de ses missions avec succès. Il y a un petit côté énervant, c'est vrai, je peux comprendre. Eurysthée change de stratégie, il a déjà fait parcourir à son cousin tout le monde connu. Donc maintenant, il va l'envoyer au-delà, là où aucun mortel ne s'est aventuré. Il lui demande donc d'aller chercher des fruits fabuleux, des pommes d'or, qui poussent dans le jardin des Hespérides. Ces nymphes, qui sont 3 sœurs et filles du titan Atlas et de la nuit, gardent dans leur magnifique jardin des pommes en or, offertes par Gaïa, la terre primordiale, à Zeus et Héra comme cadeau de mariage. Or, personne ne sait où se trouve ce jardin. Héraclès part donc à l'aventure. Et il interroge tous ceux qu'il rencontre sur son chemin. Les nymphes du fleuve Éridan lui conseillent de s'adresser au vieux Nérée, l'ancien dieu marin qui connaît bien des choses du passé et de l'avenir. Mais interroger une divinité marine, qui en plus passe son temps à se cacher, à se métamorphoser et à disparaître, c'est quand même pas facile. Mais à force de flatterie, Héraclès obtient quand même de Nérée une indication capitale. Hespéride, c'est un nom qui signifie du soir, c'est-à-dire du couchant, donc de l'ouest. Il faut donc chercher ce jardin à l'extrémité de l'Occident, au pied du mont Atlas, au Maroc actuel. Pour les Grecs anciens, il s'agit des extrémités de la terre, Finisterae, Finistère aujourd'hui, chez nous. Ravi de savoir enfin où il va, Héraclès traverse à nouveau la Libye. Mais, évidemment, il est arrêté net par une créature, le géant Anté, fils de Poséidon et de Gaïa, un brigand dangereux de 64 coudées de haut qui défie à la lutte tous les voyageurs. Mais à chaque fois qu'il touche le sol, sa mère lui rend toute sa vigueur, si bien qu'il est invincible. Et il écrase toujours ses adversaires sous son poids et les dépouille avant de les dépecer. Il récupère leur crâne, il s'en sert pour élever un temple à Poséidon, et donc, bien sûr, il défie Héraclès au combat. Le héros parvient évidemment à le terrasser, mais 3 fois d'ailleurs, mais à chaque fois qu'il s'effondre, Anté bénéficie de l'aide de sa mère qui lui rend sa force. Alors Héraclès décide de changer de stratégie, il attrape le brigand à bras-le-corps, l'étouffe entre ses bras puissants avant qu'il n'ait pu récupérer ses forces en touchant le sol maternel. Et il bâtit la ville de Tanger, sur le détroit de Gibraltar, où il enterre la dépouille d'Anté. Le lendemain, il arrive en Égypte, qui subit alors une terrible famine. Le roi du pays, Busiris, ordonne alors de sacrifier le premier étranger qui entrera en Égypte. Il a à peine mis les pieds, évidemment, dans le pays qu'Héraclès est capturé par les armées du roi, couvert de chaînes, mais bien sûr, grâce à sa puissance surhumaine, Héraclès rompt ses entraves, terrasse les soldats et sacrifie Busiris à son père Zeus. Donc il n'y a vraiment aucun obstacle qui lui résiste, c'est épouvantable. Et puis il descend le Nil, toujours sur la barque du soleil bien sûr, jusqu'en Éthiopie où il s'arrête pour dormir. Mais pendant la nuit, il est attaqué par les Pygmées. Vous savez que c'est des êtres minuscules, les frères du géant Anté. Héraclès les écrase tous les uns après les autres. Il continue sa nuit sans que ça le gêne outre mesure. Il finit par arriver au pied du Caucase, du mont Caucase, qu'il escalade avec une facilité évidemment déconcertante. Parvenu au sommet, il tombe sur Prométhée, enchaîné au rocher, vous savez, sur l'ordre de Zeus, parce que le titan avait, il y a bien longtemps, au tout début du monde, dérobé le feu dans l'Olympe pour le donner aux hommes. Furieux, Zeus avait ordonné à Héphaïstos de le couvrir de chaînes indestructibles et chaque jour, un aigle gigantesque se ruait sur lui pour lui dévorer le foie. Alors Héraclès va tuer l'aigle d'une flèche, briser les chaînes du titan. Pour le remercier, Prométhée lui donne un conseil judicieux. Quand il se trouvera pas loin du jardin des Hespérides, il ne pourra y pénétrer parce que c'est un endroit sacré que nul mortel ne peut souiller par sa présence. Mais il pourra demander à son frère, le géant Atlas, le père des Hespérides, qui porte la voûte, vous savez, céleste sur ses épaules, d'aller les cueillir à sa place. Héraclès le remercie pour son conseil et il reprend sa route. Et après un voyage interminable, dont je vous passe les détails, il arrive à l'extrémité du monde, devant enfin le jardin des Hespérides. Mais il est gardé par Ladon, un gigantesque dragon, à nouveau. Le héros le tue d'une flèche, ça se passe assez facilement. Et puis, se rappelant du conseil de Prométhée, il va trouver Atlas, lui propose de le décharger un moment de son fardeau, le temps qu'il aille chez ses filles pour cueillir les pommes d'or.
Ravi quand même d'être soulagé du poids du monde, Atlas s'empresse d'accepter, rien de plus facile pour lui d'entrer dans le jardin des Hespérides, de s'emparer des pommes, mais quand il revient auprès d'Héraclès, il lui annonce qu'il n'a pas du tout envie de reprendre sa charge, qu'Héraclès continue à porter la voûte céleste pendant que lui, Atlas, irait lui-même au palais d'Eurysthée pour lui remettre les précieux fruits. Donc Héraclès est coincé. Il ne peut pas se servir de sa force parce qu'elle est entièrement employée à supporter cette charge pesante qu'est le monde. Il ne peut se servir que de sa tête. Ça change. Heureusement, Atlas est encore plus stupide que lui. Héraclès fait mine d'accepter l'offre du titan, mais auparavant il lui demande de reprendre pour un instant son fardeau, le temps pour lui de glisser un coussin sur ses épaules pour atténuer le poids du monde. Atlas accepte, évidemment, mais dès qu'il se retrouve à nouveau à porter la voûte du ciel, Héraclès s'empresse de déguerpir avec les pommes d'or. Il rentre en Argolide, donne les fruits à Eurysthée, mais inquiet de garder en sa possession des objets aussi précieux et sacrés, Eurysthée préfère les rendre à Héraclès qui les donne à Athéna. La déesse les rend alors aux Hespérides, et tout rentre dans l'ordre et les fruits divins reviennent dans le monde surhumain d'où elles n'auraient jamais dû partir. Donc le mythe du jardin des Hespérides et des arbres qui portent les pommes d'or est un mythe qui est connu dans l'iconographie, là encore, dès le 6e siècle avant notre ère. Il ne sera couché par écrit qu'au cours du 5e siècle, donc un siècle après, mais on connaît un nombre incalculable de versions de ce mythe, preuve que les légendes grecques, encore une fois, ne sont jamais figées dans le marbre, mais ne cessent d'évoluer selon le temps et le lieu où l'on se trouve. Alors notre Héraclès, c'est désormais décidément inarrêtable, il surmonte tous les obstacles qui se dressent sur sa route, il tue tout le monde, les brigands, les monstres, les géants. Donc Eurysthée sait plus du tout quoi faire pour se débarrasser de lui, mais faisons confiance à Héra qui est toujours là et elle ne s'avoue pas vaincue, elle inspire à son protégé une ultime épreuve, la pire de toutes, entraîner Héraclès dans le monde des morts, aux enfers, là d'où on ne revient jamais. Eurysthée trouve l'idée absolument magnifique. Il convoque aussitôt Héraclès et lui demande d'aller aux enfers pour ramener Cerbère, le redoutable chien d'Hadès, vous savez, ce chien à 3 têtes et au croc gigantesque. Rien que ça. Cette fois, il en est sûr, Héraclès ne peut pas sortir vivant. Pour descendre aux enfers, Héraclès doit d'abord se rendre au sanctuaire d'Éleusis, être initié au mystère de Perséphone, l'épouse d'Hadès. Ensuite, guidé par Athéna et Hermès, il parvient aux portes du royaume des morts, situé, c'est ce qu'on dit, au niveau du cap Ténare, au sud du Péloponnèse. L'endroit est totalement lugubre, inquiétant, plongé dans des ténèbres qui ne s'effacent jamais, rempli de cris, de lamentations des âmes errantes. En chemin, il rencontre les âmes des héros morts au combat. Il se retrouve aux côtés de Méléagre, l'un de ses jeunes amis de l'expédition des Argonautes, qui lui raconte tristement la fin de sa courte vie. Donc il rencontre d'autres, mais je vous passe tous ces détails-là. Avant de pénétrer dans le royaume d'Hadès, il faut être accepté sur la barque de Charon, le passeur, un vieillard acariâtre et impitoyable qui fait traverser le fleuve Styx, vous savez, le fleuve de l'oubli aux âmes des défunts qui ont reçu une sépulture. J'en profite pour vous rappeler, on dit Charon et pas Charon, même si ça s'écrit CH, on dit Charon. Seuls les morts peuvent monter, donc ils refusent l'accès à Héraclès. Mais bien sûr, Héraclès, qui est d'une douceur qu'on a vue, le menace de ses bras puissants et de sa massue, donc l'autre terrorisé n'a pas d'autre choix que de le laisser embarquer quand même. Hadès est furieux, il ordonne aussitôt à Héraclès de rebrousser chemin parce qu'un vivant n'a rien à faire chez les morts. Et loin d'être intimidé par le dieu des enfers, Héraclès le provoque en duel carrément, il le blesse grièvement à l'épaule d'un coup de flèche. Vaincu, Hadès lui donne la permission de s'emparer de Cerbère avant de filer sur l'Olympe pour soigner sa blessure. Mais quand même, il avertit Héraclès qu'il devra s'emparer de Cerbère sans armes, seulement à main nue. Ça fait pas peur du tout à notre héros qui a pas froid aux yeux, qui se jette directement sur le monstre, se protégeant des assauts du chien derrière sa peau de lion. Il lui jette des pierres, il l'étrangle, mais en prenant garde à ne pas le tuer, bien sûr. Il le ligote, le traîne derrière lui tout le long de la route du retour. En remontant, il croise beaucoup d'autres héros qui le supplient de leur donner quelques gouttes de sang pour ressentir un semblant de vie. Héraclès, qui est quand même généreux, tue aussitôt certaines des bêtes du troupeau d'Hadès pour donner leur sang aux fantômes. Ce qui bien entendu n'arrange pas ses affaires avec le dieu des morts, qui ne se retient plus qu'à grand-peine de châtier l'insolent en l'enfermant dans le tréfonds des enfers. Affolé, Perséphone supplie Héraclès d'arrêter ses bêtises et de remonter au plus vite dans le monde des vivants avant de provoquer de nouvelles catastrophes. Héraclès cale Cerbère sous son bras et, fier de sa réussite, quitte l'endroit qui est quand même pas très accueillant.
Mais en chemin, il tombe sur Thésée, prisonnier des enfers, depuis qu'avec un ami, Pirithos, il avait tenté d'enlever Perséphone. Héraclès le libère, et les deux amis retrouvent la lumière du jour. Et en apprenant qu'Héraclès est de retour vivant et qu'il ramène avec lui le monstrueux Cerbère, Eurysthée, fou de terreur, se précipite à nouveau dans sa jarre de bronze. Il ordonne aussitôt à Héraclès de rendre son chien au dieu des morts. Héraclès vient d'achever son ultime travail. Ça y est, son crime est expié. Il est libre. Alors j'ai fait un peu long sur ces 12 travaux parce que, non pas pour, comme je vous le dis dans l'intro, non pas pour vous faire une énumération, une énième énumération de ces travaux, mais pour vous faire comprendre que c'est pas juste une partie de plaisir comme ça, pour entre guillemets bien sûr, pour le héros. Mais pour vous faire comprendre surtout que Héraclès, en fait, n'est pas devenu donc un dieu par la force. C'est devenu un dieu parce qu'il a porté la faute, parce qu'il ne l'a jamais nié, parce qu'il n'a jamais cherché d'excuses. Il a accepté l'humiliation, l'esclavage, l'errance, la douleur, le changement, les transformations, etc. Le fait d'être initié au mystère d'Éleusis, etc. Les Grecs ne racontent pas l'histoire d'un homme parfait, c'est intéressant. Ils racontent l'histoire d'un homme dangereux, qui est capable du pire, et qui choisit pourtant de réparer. Héraclès protège les hommes parce qu'il sait ce qu'est la destruction. Il combat les monstres parce que lui-même a été monstrueux. Il traverse la mort parce qu'il a appris à vivre avec l'irréparable. C'est ça, en fait, la révélation du mythe. Les 12 travaux, c'est donc pas des exploits simplement héroïques, c'est pas juste un énième Avengers. Ils sont une peine acceptée, en fait, un chemin de responsabilité, une longue tentative de remise en ordre. Et donc Héraclès devient un dieu, un véritable dieu, non pas parce qu'il échappe à l'humanité, mais parce qu'au contraire, il en assume les limites. Et c'est peut-être pour ça que dans l'Antiquité, on ne priait pas Héraclès pour devenir plus fort, mais pour être protégé, parce que lui était passé par là, parce qu'il avait chuté, et parce que justement, il en était revenu. Voilà, j'espère que ce petit voyage vous a plu. Je vais quand même vous donner dans le bonus la bibliographie. Je vous donnerai 3 infos en plus bien sûr, comme d'habitude. Et puis on se retrouve la semaine prochaine pour un sujet totalement différent puisqu'il est lié au film qui vient de sortir, qui s'appelle Nuremberg. Donc on reviendra sur Hermann Göring. Salut à tous. Timeline, 5000 ans d'histoire, Richard Fremder.